Sommaire de cette édition, à Madagascar, les deux tours de l'élection présidentielle prévus cette année se tiendront les 24 novembre et 24 décembre. Au Nigeria, après la mort d'au moins 3 humanitaires nigérians dans une nouvelle attaque du groupe islamiste armé Boko Haram, une ONG a annoncé qu'elle suspendait ses activités dans la région. Et puis nous irons au Cameroun où le lutteur Francis Ngannou a lors d'une rencontre avec la presse donné les raisons de sa défaite au championnat du monde face à Stipe Miocic. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonjour. On démarre cette édition par l'Ouganda où le président Yoweri Museveni a limogé le chef controversé de la police Kale Kayihura ainsi que le ministre de la Sécurité Henry Tumukunde. L'annonce a été faite ce dimanche soir dans un communiqué, mais les raisons de ces évictions ne sont pas avancées. Critiqué en raison d'une forte augmentation de la criminalité en Ouganda, notamment dans Kampala, et de la corruption au sein de la police, Kale Kayihura est remplacé au poste d'inspecteur général de la police par Okor Oshola. Ouvertement critiqué des manquements de la police et engagé dans une lutte d'influence avec Kale Kayihura, le ministre de la Sécurité Henry Tumukunde est quant à lui remplacé par le général Eli Tumungwin. Les deux responsables limogés sont des anciens combattants de la guerre de libération qui s'est conclue par l'arrivée au pouvoir de Yoweri Museveni en 1986. À Madagascar, les deux tours de l'élection présidentielle prévus cette année se tiendront les 24 novembre et 24 décembre. C'est en tout cas ce qu'a annoncé ce samedi le ministre malgache des Affaires étrangères. Élu en 2013, le président sortant Eri n'a pas encore annoncé s'il allait ou non briguer un second mandat. Les 24 novembre et 24 décembre 2018 sont les dates retenues pour les deux tours de la prochaine élection présidentielle à Madagascar. Selon le ministre malgache des Affaires étrangères Henri Rabari Ndiaka, qui a fait l'annonce samedi sur la chaîne de télévision TV5 Monde, les élections législatives devraient se tenir tout de suite après. Selon le ministre, les lois électorales qui doivent encadrer ces différents scrutins sont en cours d'étude au Parlement. Élu en 2013, le président sortant Eri Rajoelina Mampianine n'a pas encore annoncé s'il allait ou non briguer un second mandat. En revanche, deux anciens chefs de l'État ont déjà fait savoir qu'ils se présenteraient, Marc Ravalomanane, président de 2002 à 2009, et Andry Rajoelina au pouvoir de 2009 à 2014. Les deux hommes comptent bien prendre leur revanche. Ils avaient été empêchés par la communauté internationale de participer à l'élection présidentielle de 2013. Marc Ravalomanane a été renversé en 2009 avec l'aide de l'armée par le maire d'Antananarivo de l'époque, Andry Rajoelina, qui était devenu président non élu d'une transition jusqu'en 2014. Au Mali, pour calmer les tensions intercommunautaires qui secouent la ville de Gao, le gouverneur a décidé de mettre en place un couvre-feu de 20h à 6h du matin, lequel couvre-feu est prévu pour durer une semaine. Plus de précisions à travers ce reportage. Un couvre-feu de 20h à 6h du matin, et ce pour une semaine. C'est la formule toute trouvée par le gouverneur de Gao dans l'espoir de calmer les tensions intercommunautaires qui secoue cette ville du Mali. Il a aussi annoncé l'interdiction de circuler avec des armes à feu, des dispositions qui commencent à être respectées. Pour le suivi et surtout le respect scrupuleux des dites dispositions, des patrouilles sont conséquemment organisées par l'armée malienne et les forces internationales. Le gouverneur de région qui espère que ce couvre-feu d'une semaine contribuera à ramener le calme a pris une autre décision officielle tout aussi salutaire. L'interdiction de circuler dans la ville de Gao en possession de tout type d'armes à feu. Ne sont cependant pas concernés par la dite mesure les forces armées maliennes, les forces internationales, Barkhane et les casques bleus de l'ONU, ainsi que les forces du mécanisme opérationnel de coordination au sein duquel on retrouve des éléments des groupes armés impliqués dans le processus de paix. Un processus toujours en difficulté mais dont l'issue heureuse
devrait conduire à une nouvelle dynamique avant les élections générales de cette année. Du Mali, rendons-nous au Nigeria où les agences onusiennes suspendent leur aide humanitaire à Ran dans le nord-est du pays. La dite localité a connu le 1er mars dernier une attaque du groupe islamiste Boko Haram. Au cours de cette attaque, 3 humanitaires nigérians des Nations Unies avaient été tués et 3 autres portés disparus. Les détails. L'ONU continue de pleurer ces travailleurs humanitaires froidement abattus à Ran, dans le nord-est du Nigeria. Comme mesure immédiate à l'acte crapuleux, l'institution onusienne a opté pour la suspension de toutes ses agences dans la localité. Pour Samantha Newport, porte-parole du Bureau de coordination des affaires humanitaires à Abuja, il s'agit simplement d'un repli stratégique. Dans les tout prochains jours, un inventaire des dégâts sur leur équipement dans la localité sera fait, de même qu'un état des lieux de la situation sécuritaire pour être sûr que l'aide humanitaire peut continuer à être accordée. Les travailleurs humanitaires tués à Ran étaient médecins et coordonnateurs dans un camp auprès de 55 000 réfugiés, fuyant tous des assauts de Boko Haram. L'attaque a lieu près d'une base de l'armée nigériane. Selon l'ONU, la cible était l'armée, mais les humanitaires n'ont pas été épargnés. Samantha Newport rappelle qu'il y a 3 000 travailleurs humanitaires dans le nord-est du pays et plus de la moitié sont des Nigérians. Et c'est le cas de ceux qui ont subi l'attaque de Ran. La suspension de l'aide humanitaire dans cette localité devrait durer environ une semaine et pendant ce temps, les opérations d'aide humanitaire continuent dans le reste de la région. Le Nigeria abrite un méga projet destiné à booster le secteur du pétrole. Dans ce cadre, un gigantesque navire pétrolier dénommé Egina est amarré depuis un mois dans le port de Lagos. Il s'agit d'un projet historique pour le premier producteur de brut d'Afrique. Le vaisseau, dont la construction est en voie de finalisation, produira bientôt 200 000 barils de pétrole par jour, soit 10% de la production nationale. L'unité flottante de production, de stockage et de déchargement pèse près de 220 000 tonnes et mesure 330 mètres de long sur 60 mètres de large. Jusqu'à 2 300 000 de barils de brut directement filtrés et traités par les milliers de canalisations que comporte le vaisseau pourront être stockés dans sa coque avant de partir par cargo pour être raffinés à l'étranger. Le coût global du projet s'élève à quelque 12,8 milliards d'euros. Si l'Egina marque l'histoire, ce n'est pas uniquement par sa taille et son coût. C'est le premier projet de grande ampleur à être réalisé après le vote de la loi d'obligation de contenu local votée en 2010 au Nigeria. Plus de la moitié des acteurs impliqués dans sa construction sont nigérians. Ce projet est une probable porte de sortie pour le Nigeria qui souffre d'années de mauvaise gestion de ses ressources. Il faut dire que dans le port de Lagos, capitale économique du Nigeria, le gigantesque navire Egina se dresse au milieu des ports conteneurs et des minuscules barques de pêcheurs. En finalisation de construction, le vaisseau produira bientôt 200 000 barils de pétrole par jour, un projet historique pour le premier producteur de brut en Afrique. Cette installation va permettre de produire le champ d'Egina, qui est un champ situé à 1500 mètres de profondeur, et donc qui est le champ le plus profond, enfin c'est le développement offshore le plus profond réalisé à ce jour au Nigeria. La production sera de 200 000 barils jour, ce qui représente à peu près 10% de la production de pétrole du Nigeria. Le Nigeria, c'est un pays très important pour Total. C'est un pays où Total est implanté depuis 60 ans. Pas uniquement d'ailleurs dans la production de pétrole et de gaz, mais aussi dans la distribution de carburant. Donc on est fidèle à notre vision qui est pas simplement de produire de l'énergie, mais qui est d'amener de l'énergie aux personnes. Coming into Nigeria at this time when service costs have dropped significantly.
Aujourd'hui, c'est le bon moment de venir au Nigeria où les coûts de services ont considérablement baissé. Et c'est donc plus facile d'obtenir des services d'ingénierie à un prix moins élevé. Ils sont en mesure de profiter de cela. Alors que les prix commencent à se redresser et à remonter au-dessus de 60-70, vous êtes également en mesure d'augmenter votre production et de bénéficier à la fois d'une hausse des prix du pétrole et d'une production plus élevée. C'est donc une stratégie fantastique. C'est le moment d'investir et je pense que Total profite de cela. Une note de sport pour finir cette édition. Je le disais en titre, en vacances au Cameroun depuis le mois de janvier, le 6e au classement de la MMA, entendez arts martiaux mixtes, Francis Ngannou a profité pour rencontrer les journalistes. Face à eux, le lutteur s'est exprimé sur plusieurs autres plans, jamais révélé comme la raison de sa défaite au championnat du monde face à Stipe Miocic, qu'il met sur le prisme de la naïveté. Il a aussi évoqué son passage dans le désert qui l'a emmené jusqu'à la France, son pays d'accueil actuel où il a eu sa révélation MMA, lui le boxeur de naissance. Francis Ngannou, la star camerounaise du MMA, entendez arts martiaux mixtes, a tenu une conférence de presse dans un hôtel à Douala. Le lutteur camerounais est revenu sur son combat le plus médiatisé contre l'américain Stipe Miocic et bien d'autres aspects de sa jeune carrière. Un combat qu'il a perdu au point au terme de 3 rounds. Pour lui, la raison réside dans sa naïveté. Ils ne savent pas que j'ai été amené au sol durant le combat et que le gars a pris des points et que j'ai perdu et que les amenés au sol sont épuisants et que je suis arrivé au combat épuisé. Pour y arriver, Francis n'a pas eu un parcours commun. Celui qui est à peine arrivé à Paris, les poches presque vides et sans personne sur qui compter. Je dormais sur un matelas lancé dans une chambre qui n'était pas équipée. J'avais mes vêtements posés, lancés au sol. Mais j'ai perdu mon 2e combat. Pour moi, c'était un tournoi d'essai. Je ne me suis pas permis de m'arrêter sur une défaite. Alors j'ai voulu continuer. Et le prochain combat, 4 mois plus tard, le prochain tournoi, il y avait une ceinture en jeu. J'ai gagné le tournoi, j'ai gagné la ceinture, j'ai gagné 2000 €. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose. Dans le jeu de questions-réponses avec la presse, Francis Ngannou a tendu la main aux âmes de bonne volonté pour contribuer à l'épanouissement de son sport. Le natif de Bathie dans la région de l'Ouest Cameroun et actuel numéro 6 mondial a promis à ses fans qu'il ira au moment opportun chercher la ceinture mondiale s'il s'entoure d'une équipe professionnelle à tous les étages. Pour rappel, Francis Ngannou, 31 ans, a un bilan de 11 victoires sur 13 combats pour 2 défaites. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette dernière information que nous mettons un terme à cette édition, que je vous remercie d'avoir suivi.